Bonjour à tous et bienvenue pour ce 92e épisode de Over the Results consacré à SummerSlam 2013. Donc avant toute chose, je tiens encore une fois à vous rappeler que vous pouvez dès maintenant laisser un like si vous aviez aimé le pay-per-view ou laisser un dislike si vous ne l'aviez pas aimé à l'époque. Et pourquoi je fais SummerSlam 2013 et pourquoi je vous ferai Night of Champions 2013 la semaine prochaine dans le Over the Results numéro 93. C'est tout simplement parce que ce sont deux pay-per-view que je vous avais déjà fait. C'était mon épisode numéro 1 et mon épisode numéro 2 que j'ai supprimé après Night of Champions 2013 par totale inadvertance. Donc je pense que de toute façon personne ne s'en souvient. Et justement j'ai revisionné SummerSlam 2013 pour vous en refaire une review avant l'épisode 100. Voilà, et juste avant de commencer, je tiens quand même à vous avertir qu'après Night of Champions 2013, je ferai tous les pay-per-view 2011 qui me manquera, puis on passera avec 2012 et on terminera avec l'année 2013. Voilà. Donc le premier match, Bray Wyatt bat Kane dans un Ring of Fire match. Donc le Ring of Fire match, pour les gens qui s'en souviennent, c'était un peu comme un Inferno match, mais avec un peu d'autres règles. Enfin, ça ressemblait étrangement, mais j'ai marqué que c'était pas génial. Franchement, les Inferno match sont pour moi beaucoup plus rythmés, beaucoup plus intenses dans l'extrême, dans le côté extrême de la chose, avec les flammes qui sont autour du ring. Souvent, à l'époque, des catcheurs finissaient dans le feu. C'était un peu le but d'un Inferno match, tandis que là, pas. Si je dis pas de bêtises, là, au contraire des Inferno match, ça se base que sur les soumissions et les tomber sous le ring. Donc c'est pas lancer le catcheur à l'extérieur du ring, si je dis pas de bêtises. J'ai remarqué que c'était très très lent, vraiment. Franchement c'était zéro. Et les interventions de Eric Rowan et de Luke Harper qui accompagnaient Bray Wyatt sont totalement nulles, mais elles sont quand même utiles pour moi, tout simplement parce que le match est tellement lent sur le ring que même si les interventions sont nulles, ça amène un peu plus de rythme. Et on peut parler par exemple du kendo stick que Luke Harper tente de donner à Bray Wyatt, mais qui finit par brûler. Mais c'est très très mal joué, hein. Pour les gens qui s'en souviennent, c'est très mal fait. On a aussi l'extincteur, donc au bout d'un moment ils vont éteindre les flammes tout simplement pour passer, mais les flammes vont revenir directement, c'est pratiquement instantané. Et pour finir, en fait, ils vont prendre un tapis qu'ils vont mettre sur les flammes. Le tapis ne va pas prendre feu, comme ça ils pourront passer très facilement. Et j'ai marqué, franchement je suis pas emballé, le match est pas ouf. Ce qui se passe, comme j'ai dit, entre Bray Wyatt et Kane, il y a rien. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le premier match en pay-per-view de Bray Wyatt. Je suis pas sûr, ça n'a pas été précisé, en tout cas je l'ai pas entendu. Mais il me semble que c'est le premier match de Bray Wyatt en pay-per-view. Sinon j'ai marqué après match sympa, où on voit la Wyatt Family qui attaque Kane et qui le ramène en coulisses. Comme vous le voyez, j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Deuxième match, Cody Rhodes bat Damien Sandow dans un match très moyen qui, à mon avis, aurait dû avoir sa place en weekly. J'ai marqué que c'est beaucoup trop classique. Quelques bons moves, mais sans plus. Et ça dure que 6 minutes. Donc, oui, dommage, vraiment. Pour deux lutteurs que j'apprécie beaucoup, je pense qu'ils auraient pu faire bien plus, à mon sens. J'ai mis à peine la moyenne, j'ai mis 6 sur 10. Troisième match, Alberto Del Rio bat Christian pour conserver son titre poids lourd de la WWE dans un très très bon match. J'ai marqué vraiment. Vous savez que je n'aime pas l'année 2013 de Del Rio à la WWE dans le sens où il était très minimaliste. Ses rivalités sont vraiment pas bonnes à mon sens, que ce soit ses rivalités contre le Big Show, contre Sheamus, contre Christian, contre Ziggler, je n'apprécie vraiment pas du tout. Mais là, franchement, c'est très très bon et des deux côtés. Je vais pas non plus tout le temps bâcher Del Rio en 2013. C'est un très bon match qu'il nous fait là et je suis assez content de voir ça. J'ai marqué que le public était incroyable et on croit vraiment, au niveau du suspense, on croit vraiment à une victoire de Christian jusqu'au bout. Et j'ai marqué par contre le selling de Christian bof quoi. Del Rio va s'acharner vraiment sur l'épaule gauche de Christian, mais Christian va vendre un peu cette blessure qu'au début et qu'à la fin du match pour la prise de soumission. Donc c'est vraiment on va dire le point faible de ce match-là, simplement le selling de Christian. Et puis au niveau du domaine, c'est pas encore tout à fait ça. Vous l'avez vu, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Quatrième match, Natalia bat Brie Bella dans un match absolument sans intérêt, horriblement chiant, et un match qui dure 4 minutes. Pour moi, c'est inutile. Le public ne s'y trompe pas, il chante le nom des commentateurs, il chante même le nom de Zack Ryder après. Voilà, après même on voit très clairement que même les divas, elles appelaient les divas à l'époque, ne font pas d'efforts, et notamment Brie Bella qui court même pas dans les cordes pour pouvoir prendre de l'élan. Enfin, bref, je vais pas en parler plus, c'est une catastrophe. J'ai mis 4 sur 10 et je suis encore une fois beaucoup trop généreux. Cinquième match, Brock Lesnar bat CM Punk dans un no disqualification match. Et mon dieu,
quel putain de match de malade, vraiment. Je pense que, déjà d'une part, je pense que c'est le meilleur match de Lesnar depuis son retour en 2012. Et je pense que c'est ce qui aurait dû se passer à WrestleMania 32 entre Ambrose et Lesnar. Le match, je sais plus ce que c'était comme match, c'était un street fight, je crois, si je dis pas de bêtises. Je pense que ce street fight là aurait dû ressembler à ce match là, qui est très très bon. Après, Ambrose n'est pas Punk, mais Ambrose peut, même s'il ne le fait pas, peut proposer des choses très très bonnes aussi. Bref, tout ça pour dire que ce match est brutal, technique, c'est impressionnant. Lesnar fait beaucoup de prises, chose qu'il ne fait pas beaucoup, et même voire presque pas du tout depuis son retour en 2012. Et puis, le storytelling est présent. Punk va perdre principalement, il a failli battre Lesnar, mais il perd principalement par rapport à sa haine qu'il a envers Paul Heyman. Plusieurs fois, il va s'acharner sur lui, quitte à oublier Brock Lesnar sur le ring, mais vraiment, les deux jouent extrêmement bien. Finalement, Punk arrivera à porter un coup à Paul Heyman, qui ne cessera d'intervenir durant tout le match. Et puis, Brock Lesnar arrivera à lui faire un F5 sur une chaise. Non, mais vraiment, c'est très très bon. Vraiment, c'est un 10 sur 10. J'ai marqué que c'était parfait. Et c'est un 10 sur 10, pardon, objectif. Et je tiens à préciser, quand c'est le cas, ça arrive très très rarement, mais là, c'est le cas. Donc vraiment, un très très bon 10 sur 10. C'est un match pour moi très très solide. Et c'est le match de la soirée. Sixième match, Dolph Ziggler et Caitlyn battent AJ Lee et Big E Langston dans un match potable. J'ai marqué que ça manquait de rythme à certains moments, notamment lorsque ce sont les divas qui se battent, donc en l'occurrence Caitlyn et AJ Lee. Dans l'ensemble, c'est correct, mais je pense simplement que c'est pas bien placé sur la carte, dans le sens où on a les deux main events qui sont en 5e et en 7e, et on a ce match-là qui est placé entre les deux, et les deux main events sont juste excellents. Donc pour moi, et en plus passer après le Punk Lesnar, c'est très très piège, je trouve. Donc voilà, je trouve qu'il est très mal placé. Je pense que si ça avait été le 2 ou 3e match, ça serait beaucoup mieux passé à mon sens. Et j'ai marqué AJ Lee me manque. Et comme vous le voyez, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Et enfin, le main event, Daniel Bryan bat John Cena pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un putain de match incroyable. Alors il n'atteint pas pour moi le Lesnar Punk, mais franchement, autant de la part de Cena que de la part de Daniel Bryan, c'est un putain de match qu'ils nous font là, et je crois que ce match dure plus de 25 minutes. Sinon, que dire, Daniel Bryan réalise son rêve, c'est la première fois qu'il est champion de la WWE, même si c'est pas la première fois qu'il est champion majeur, étant donné qu'il avait déjà eu une fois, et je crois qu'il a eu qu'une seule fois de toute façon, le titre poids lourd après son cashing en 2011, si je dis pas de bêtises, ou 2010, 2011, fin 2011. Oui, c'est 2011, bref, ça c'est une autre histoire. J'ai marqué l'ambiance vraiment de taré, on vous sent. Même s'il y a des fans de Cena, on sent que le public est derrière Daniel Bryan, et c'est ce qui va faire le charme de toute cette rivalité jusqu'à WrestleMania 30, et même au-delà, c'est que le public va suivre le Yes Movement. En fait, c'est le Yes Movement, tout le monde est derrière Daniel Bryan, et ça rend l'ambiance juste totalement dingue. Cena fait du Cena, c'est-à-dire qu'il est très très doué dans ce qu'il fait, et il arrive à mettre over des talents qui ne le sont pas encore, en tout cas au niveau du booking. Et j'ai marqué l'après-match est incroyable, on peut en parler. Daniel Bryan fête son succès avec Triple H, et là, qui est-ce qui arrive? Mr. Money in the Bank, Randy Orton, qui va venir vers le ring, qui va dire finalement, non, je te montre la mallette, mais je repars. Finalement, Daniel Bryan va faire ses yes yes, Randy Orton va se retourner, va lui dire, oula, tu fais quoi? T'es en train un peu de me provoquer. Triple H, qui était l'arbitre spécial du premier match, sort l'arbitre spécial du deuxième match, parce qu'il va trahir Daniel Bryan en lui portant un pedigree. Vous savez de toute façon que ça va déboucher sur un match entre eux à WrestleMania 30. Et finalement, donc, heel turn de Triple H, plus heel turn de Randy Orton qui cache sa mallette et qui devient nouveau champion après 8 secondes de match. Daniel Bryan était mort. Donc vraiment, l'après-match est aussi incroyable. Je note pas ce match-là, hein, parce que clairement, c'est plus un segment qu'un match. Ça dure 8 secondes, c'est un squash match, pratiquement, si on veut bien. Donc c'est plus là pour marquer le segment de fin. Et puis on peut dire que c'est... Et c'est le titre de la vidéo, je pense, la plus grosse arnaque de l'histoire, je pense. Ce sont clairement mes deux heel turns préférés, avec celui de Rollins que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais c'est la plus belle arnaque, on va dire la plus belle arnaque de l'histoire. Vraiment, coup de chapeau, je peux pas faire mieux. Et je m'en souviens qu'à l'époque, j'avais boulot, j'étais pas en études, j'avais pas arrêté mon boulot pour reprendre mes études justement. Et j'avais pensé à ce segment-là toute la journée, j'avais envie de le revoir le soir. Vraiment, un putain de bon moment. Que je recommande vraiment aux gens qui ne l'ont pas encore vu. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 7, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note finale de 7,21 sur 10. Il est dans la moyenne, c'est le 87e pay-per-view que j'analyse, malgré le fait que ce soit le 92e, parce que je fais cette vidéo encore au mois de mai, donc je prends beaucoup d'avance.
Il a la 45e place, donc il est dans la première moitié. Pour moi, c'est un pay-per-view potable, qui est même bon. Voilà, un bon petit pay-per-view, même s'il y a quand même 3 matchs qui plombent bien le pay-per-view, c'est dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit au niveau du pay-per-view, au niveau de ma vidéo, vous savez que ça me fait très plaisir. À laisser un petit like ou un dislike encore une fois si vous avez aimé le pay-per-view ou non. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, objectif 2000 abonnés. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.